bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je vais vous présenter rapidement. Donc Chris Esson, vous vous en doutez, c'est mon pseudo de ville complotiste sur Internet qui s'intéresse au phénomène OVNI depuis 9 ans maintenant. Et en m'intéressant au phénomène OVNI, j'ai découvert que finalement ça m'amenait à d'autres sujets comme les anciennes civilisations, la géopolitique aussi, l'histoire de l'humanité. Bon, donc j'ai découvert que finalement il y avait plein de choses qu'on nous cachait un peu. Et au bout de 4 ans, une fois que j'étais bien convaincu, j'ai décidé de synthétiser un peu ce que j'apprenais, ce que j'en comprenais au moins. Et j'ai eu l'idée de faire une première vidéo. Donc, comme je suis quelqu'un de discret, que je n'aime pas m'étaler sur Internet, j'ai choisi un pseudo, Chris Esson. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à publier, au fur et à mesure de ma découverte finalement du phénomène et d'autres phénomènes aussi, à publier ma compréhension de ce que je découvrais. Donc de fil en aiguille, j'ai fait plus de vidéos et depuis 1 an, je fais des vidéos avec une charmante jeune femme qui s'appelle Fabienne et qui m'a fait le plaisir d'être là ce soir. Donc c'est la série des vidéos Fabienne t'explique. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, Fabienne est là. Merci de la soutenir. Et quand je fais pas des vidéos, je suis ingénieur, j'ai une équipe d'une 50aine d'ingénieurs, pas très loin d'ici. Et c'est justement grâce à un collègue de travail que je me suis intéressé au sujet. Merci Didier, bon il est là aussi. Mon initiation, mon initiation, ça a été en partant de cette bande dessinée de Jean-Pierre Petit, Le Mur du Silence, où dans cette bande dessinée, le héros Anselme Lanturlu s'amuse à jouer avec des dispositifs électromagnétiques pour contrôler un flux d'eau. Et puis de fil en aiguille, Anselme Lanturlu, il arrive à faire naviguer un sous-marin, à faire avancer un sous-marin sous l'eau, et puis à la fin de la BD, il fait voler une soucoupe volante. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et donc c'est ça qui m'a poussé à chercher, creuser le sujet. Donc avec ma formation scientifique d'ingénieur, ça a été difficile à accepter. Le plus difficile, d'abord de découvrir ça, mais le plus difficile a été de remettre en question finalement tous les acquis techniques que j'avais eus, ou de se dire qu'il y a peut-être quand même un certain nombre de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et donc c'est ça qui a été le plus dur. Et donc j'ai fait une première vidéo au bout de 4 ans, et puis maintenant j'en sors dès que j'ai des choses à dire. Et donc, une fois qu'on est convaincu que le phénomène est réel, lire des livres pour vous convaincre que le phénomène est réel, une fois qu'on est convaincu, c'est plus la peine. C'est plus ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était comprendre comment ça marche, en fait. J'avais quand même une grosse difficulté à se dire, oui, que fait la science Donc, c'est pour ça que le sujet de ce soir, c'est Nikola Tesla, les découvreurs de l'électrogravité. Et l'objectif, ça va être de répondre à toutes ces questions. Donc, qu'est-ce que l'électrogravité? Est-ce que cela existe vraiment? Sait-on la mettre en œuvre? Depuis quand? Qui sont les pionniers de l'électrogravité? Qu'ont-ils réellement trouvé? Et que dit la science officielle? Ça va prendre à peu près 1h30, 1h45. Donc là, déjà, premier témoignage capital, le témoignage de Mark McCandlish en 2001. Mark McCandlish est intervenu dans une conférence qui s'appelle le Disclosure Project, qui est une conférence désormais bien connue, où un certain nombre de militaires sont venus témoigner de ce qui leur est arrivé pendant leur carrière. Et entre autres, Mark McCandlish, lui, n'est pas militaire, mais il travaillait pour les militaires US Air Force, et il est graphiste, artiste, et il fait des revues, des couvertures de revues, des dessins. Et il raconte, donc là, son témoignage date de 2001, mais il va raconter quelque chose qui lui est arrivé en novembre 1988, où il avait prévu d'aller à un salon, un show de l'armée américaine, et manque de chance, c'était un week-end, manque de chance, le vendredi soir, il est appelé par une revue qui lui commande une couverture en urgence pour le lundi matin, donc il est obligé de décommander la visite du salon.
Et il avait prévu d'aller avec un copain à lui, qui lui est italien, qui s'appelle Brad Sorensen. Et au retour le lundi, son collègue lui dit « J'ai quand même vu des choses extraordinaires que j'aurais peut-être pas dû voir. » Et donc voilà, bon, j'ai fait un petit résumé de sa vidéo là, de moins d'une minute, sauf que il faut que je sorte, je récupère la vidéo à côté. Good morning. My name is Mark McCandlish, and for the last 21 years, I've worked as a conceptual artist for a variety of defense contractors. In 1988, in November, a college buddy of mine, an associate by the name of Brad Sorensen, informed me that he had personally witnessed 3 flying saucers at a very large hangar at Norton Air Force Base during the course of an air show that was held on Saturday, November 12, 1988. A male staff member in Congressman Brown's office not only confirmed the exhibit, but the fact that there were 3 discs at that exhibit. These discs were hovering off the floor without any visible means of support. They were referred to as alien reproduction vehicles, also nicknamed the Flux Liner because they used high voltage electricity. Donc, son collègue, il a vu donc, trois engins fabriqués par Lockheed Martin dans les hangars de Lockheed Martin, qui est le numéro 1 de la défense américaine. Alors, comment je peux dire ça? Voilà. Et donc, il a vu donc 3 soucoupes, c'est 3 fois le même modèle, mais une petite, une moyenne, une grande. Et Brad Sorensen a eu la chance qu'on lui explique, où il y avait des dessins explicatifs et tout, c'est un gars qui est plutôt observateur, donc il a noté tout ça. Et derrière, Mark McCandlish a refait des dessins ultra détaillés, parce que c'est son boulot. Et donc c'est le dessin qu'on voit là. Et donc cet engin, alors Mark McCandlish dit qu'il y a d'autres témoignages ou il y a même des photos. Dans le témoignage complet, il montre des photos qui datent de 1967. Ça veut dire qu'un engin comme ça, l'armée américaine l'avait déjà en 1967, et même avant. Et donc toute la question est de savoir comment ça marche. Alors, une des questions aussi qui est intéressante, c'est de savoir qui a vraiment compris le premier, quels sont les principes de vol. Et alors il y a Hermann Oberth, qui est le père de la fusée V2 avec Wernher von Braun, donc disait dans la fin des années 60 que ces engins volaient grâce à un champ de gravité artificielle. Ça, il disait ça à la fin des années 50. Mais c'était pas vraiment lui, c'est pas lui qui l'a dit en premier. Il y a aussi Donald Keough, qui est un ufologue très connu dans les années 50 aux États-Unis, pareil, qui dit en gros la même chose, que ces engins ont des performances de vol extraordinaires, qui sont bien au-delà de ce qu'on sait faire. Mais en fait, le premier qui a compris que c'était grâce à une gravité artificielle, c'est un Français. C'est un Français dont on parle dans ce Paris Match d'époque de octobre 1954. Alors retenez bien la date, parce que octobre 1954, c'est une date clé. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est le lieutenant Plantier. Le lieutenant Plantier, donc c'est l'article, ça c'est pris dans le Paris Match, donc a été le premier à comprendre en 1953 le principe général de fonctionnement. Alors, il a publié dans une revue de l'armée française, de l'armée de l'air française, la théorie, le principe de vol, donc pas le comment ça marche en détail, mais quels sont les grands principes généraux. Donc c'est lui qui a compris que c'était un champ de gravité artificielle qui permettait de faire ces figures extraordinaires avec des changements de trajectoire, des virages à angle droit, etc. Donc il a expliqué ces principes de vol dans cet article en 53, je ne sais plus le mois, mais c'est pas grave. Et il y a aussi un autre ingénieur qui a sorti un bouquin très intéressant, celui-là, j'ai mis en photo. Donc c'est un ingénieur, Paul Hill, l'ingénieur de la NASA, voire même de la NACA, c'était avant la NASA, parce que la NASA a été créée en 58 et Paul Hill travaillait à la NACA dans les années 50. Et donc il était au cœur du sujet pendant la vague de soucoupes volantes dans les années 50 aux États-Unis.
Et donc il a fait une étude ultra technique des principes de vol en démontrant que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un champ de force en étudiant tous les types de propulsion possibles. Et il arrive à la preuve que c'est un champ de force. Et ce qui est très important, il démontre que c'est un champ de force pulsé. Donc ça, j'y viendrai dans ma présentation. Donc lui, il a compris que c'est un champ de force pulsé. Alors déjà, antigravité et électrogravité, quelle différence? Alors, on va déjà commencer par définir ce que c'est l'antigravité. Donc l'antigravité, c'est d'abord un champ de force, comme l'a dit Paul Hill et comme l'a dit le lieutenant Plantier. Ce qu'il faut, c'est quand même à minima compenser la gravité terrestre, sinon on ne va pas décoller. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il faut que ça fonctionne dans le vide. Et un autre point très important, il faut que ça s'applique à tous les objets, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur forme, leur masse, etc. Un autre point très important aussi, il faut que ce soit une force qui soit proportionnelle à la masse. Alors pourquoi ça? Imaginez, vous êtes dans plein de monde dans un ascenseur, et tout d'un coup le câble casse, l'ascenseur tombe en chute libre, et en fait tout le monde est en chute libre, chute à la même vitesse, quel que soit le poids de chacun, et en plus personne ne ressent rien. Au moins jusqu'à ce que l'ascenseur touche le sol. Mais au moins, pendant la chute libre, tout le monde chute exactement à la même vitesse, quel que soit leur poids, etc. Et donc ça, c'est grâce à ces deux relations de physique, le poids est égal à la masse fois la gravité, donc ça c'est la force appliquée aux personnes, et une autre loi fondamentale de la physique qui est donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc quand tout le monde est en chute libre dans un ascenseur, la seule force qui s'applique c'est le poids, donc il y a vraiment une force qui s'applique, et donc le poids égal à mg est égal à la masse fois l'accélération. Donc la masse s'élimine et on voit que l'accélération de chaque personne est égale à la gravité. Ce qui veut dire que chaque personne accélère exactement de la même manière, et donc que toutes les personnes ont la même vitesse à chaque instant. Bon, donc ça c'est très important de comprendre ça. Et alors, où c'est encore plus fort, c'est qu'on a l'habitude, à ce que la gravité ce soit constante. Alors, où c'est très fort, c'est que, un système de propulsion à antigravité, donc avec un champ de force qui compense à minima la gravité, qui fonctionne dans le vide, on n'a pas besoin qu'il s'applique constamment. Donc ça peut être par à-coup. Ça peut être par à-coup et on ne va rien ressentir. Quand on chute dans un ascenseur, quelle que soit la vitesse à laquelle chute l'ascenseur, quelle que soit la vitesse à laquelle il est accéléré, on ne ressent rien. Et ce qui est super important, c'est de comprendre que même s'il y a des à-coups dans l'antigravité, on ne ressentira rien parce que toutes les cellules de notre corps vont être accélérées de la même manière à chaque instant. Et donc il n'y a aucun choc. Donc on ne ressent rien, on est en chute libre de la même manière. Ce qui est encore plus rusé, c'est que donc ça peut très bien être par à-coup, mais ça peut très bien changer de direction n'importe quand, on ne ressentira rien non plus, parce que toutes les cellules du corps sont accélérées de la même manière, et donc on ne ressent pas, ce qu'on ressent c'est des chocs. Et donc là il n'y a aucun choc, on ne ressent rien. Donc on est vraiment comme en chute libre, sauf que le truc peut faire n'importe quoi. Donc ça c'est la base, c'est vraiment la base du système. Alors, toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut faire ça avec des forces connues de la physique classique? Ça, on cherche. Peut-on faire ça en s'inspirant de la relativité générale, donc avec déformation de l'espace-temps? Ça, oui, c'est possible, sauf qu'il faut des énergies gigantesques. Donc, à voir si on peut vraiment le faire ou utiliser vraiment les concepts de la relativité générale, parce que les énergies, c'est monstrueux. Et est-ce possible alors avec un champ de force inconnu à ce jour? Alors, tout à l'heure j'ai parlé donc, de la bande dessinée de Jean-Pierre Petit, donc c'est une bande dessinée, ça met en œuvre de la MHD, magnéto-hydrodynamique, et bon, alors j'ai énormément de respect pour Jean-Pierre Petit, je l'ai eu au téléphone, j'ai eu des conversations avec lui et tout, mais là je suis vraiment désolé, mais la MHD c'est pas du tout d'antigravité, ça n'a rien à voir. Ça utilise de l'air, ce sont des forces connues, bon, donc on oublie, c'est pas d'antigravité.
Alors maintenant, qu'est-ce que l'électrogravité? L'électrogravité, ça va être de l'antigravité grâce à un dispositif électromagnétique. Mais ce n'est pas le seul. Il y a, donc comme on a vu, il y a d'autres méthodes. Donc il y a ce qu'on appelle les dipôles gravitationnels, d'après la relativité générale. Donc ça, il y a des articles d'un certain Robert Forward de 62 qui parle de ça. Il y a d'autres théories. Il existe de la masse négative, alors la masse serait répulsive au lieu d'être attractive, et bon, on saurait faire de l'antigravité, sauf que là c'est pareil, il faut des tonnes, quand je dis des tonnes, c'est plus que ça. Donc bon, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir faire des vaisseaux. Une dernière théorie, qui s'appelle les champs de torsion, ça c'est un russe qui s'appelle Nikolai Kozyrev qui a découvert ça dans les années 40-45. Donc c'est assez développé dans les pays de l'Est, en Russie, on a découvert ça après la chute du mur. Bon, c'est pas l'objet de la conférence, donc j'en parlerai pas ce soir, mais bon, c'est aussi, donc c'est autour des gyroscopes, etc. Bon, il y a des choses à dire là-dessus. Donc revenons à l'électrogravité. Donc l'électrogravité, la question ça va être déjà quelle puissance électrique il faut avoir. Quelle tension faut-il avoir? Faut-il du courant continu, du courant alternatif, autre chose, un mélange des deux. Mais une fois qu'on a la source de courant suffisamment puissante pour faire ça, comment on transforme ça en force de poussée? Donc quel est le mécanisme qui va permettre de convertir l'énergie électrique en champ de force? Alors, il y a une première vidéo, une autre vidéo. Du courant électrique pour faire voler un objet. Voici l'homme qui a trouvé la solution. Alors maintenant, vous avez ici un générateur de tension. La haute tension va arriver sur le fil et donc va charger l'air. L'air chargé va attirer l'aluminium vers le haut et vous avez le lifter qui va voler et se sustenter dans l'air. Les fils en nylon assurent la sécurité pour éviter que le lifter parte au plafond. Le lifter est l'invention la plus prometteuse de Jean-Louis Naudin. Capable de voler silencieusement, sans carburant, de décoller et d'atterrir à la verticale. Ce chercheur, ancien ingénieur informatique, met au point toutes sortes d'objets volants, comme ce drone en forme de soucoupe qu'il téléguide. Donc Jean-Louis Naudin a fait voler des choses avec de l'électricité haute tension, mais il y a une question, c'est est-ce que c'est de l'antigravité, est-ce que l'air joue un rôle là-dedans ou pas, et donc est-ce que ce qu'il fait, ça marcherait dans le vide ou pas. Bon. Il y a, selon ce qu'il dit lui sur le site, c'est plus un vent ionique qui crée cette force de poussée, mais toute la question est de savoir est-ce que c'est uniquement un vent ionique ou y a-t-il autre chose derrière. Donc, alors qui a découvert cet effet grâce à la haute tension qu'utilise Jean-Louis Naudin? Donc cet effet s'appelle l'effet Biffle-Brown. L'effet Biffle-Brown, c'est du nom de Thomas Townsend Brown, donc un physicien ingénieur américain né en 1905. Et donc il a commencé très jeune, et il a été supporté, un des rares à supporter ses travaux, c'était un de ses professeurs de physique à l'université, qui s'appelle Paul, je crois, Paul Biefeld, ou Biefeld, je ne sais pas comment on prononce, donc qui était l'un de ses professeurs de physique à l'université. Donc c'est pour ça que cet effet s'appelle l'effet Biffle-Brown. Et donc il est né en 1905 et à 18 ans, donc en 1923, il commence déjà à jouer avec de la haute tension, à peu près 50 000 volts. Et il s'amuse à peser un condensateur, des condensateurs à huile. Il a l'idée de mettre ça sous très haute tension et de regarder sur une balance ce qui se passe. Et il s'aperçoit que, il voit que le poids change selon le sens dans lequel il branche la polarité. Donc le plus en bas, le moins haut ou le contraire, et donc il se passe des choses. Donc c'est pas le même poids. Et du coup, il décide, donc ça c'est en 1923, il décide d'améliorer le dispositif en mettant des sphères d'acier ici, séparées par un tube en verre. Il suspend tout ça au plafond, il met 120 000 volts, et il s'aperçoit que, donc continue, le moins à l'arrière, en fait le système se déplace
cherche à avancer vers le plus, du moins vers le plus. Il découvre ça, et donc c'est systématique. Donc ça, c'est 1923. Et alors il améliore le dispositif en fabriquant donc, ce qu'il appelle des gravitators, qui sont des gros condensateurs. Il empile des couches là, de plomb et d'isolant. Et il arrive, donc là, un gravitator, ça pèse à peu près 10 kg, il arrive à avoir 100 grammes de poussée, avec 150 000 volts, ce qui est, d'un point de vue rendement, donc ça c'est Paul Laviolette qui dit ça, donc, dans ce excellent livre de Paul Laviolette. Il dit que le rendement est 130 fois mieux que le rendement d'un réacteur d'avion. Et alors là, il améliore toujours le dispositif en mettant deux sur un dispositif rotatif, et le système se met à tourner. Et donc, alors on peut, pour ne pas être accusé que ça fonctionne, c'est à cause de l'air que ça fonctionne, il a l'idée de plonger ça dans des bains d'huile, parce que l'huile n'est pas conductrice, n'est pas ionisable facilement. Et donc là, il y va quand même, il y va pas de main morte, 200 000 volts. 200 000 volts, et l'effet continue. Il y a toujours cette poussée du moins vers le plus. Donc le système se décale du moins vers le plus. Donc il confirme que ça continue, malgré le bain d'huile. Mais il découvre quand même des choses bizarres. Donc son gravitateur avance, il met 5 secondes à se positionner. Mais au bout de 30 secondes, à 80 secondes, il revient à l'état d'équilibre. L'effet disparaît. L'effet disparaît, il cherche à comprendre ce qui se passe, il en vient à la conclusion qu'il y a un effet de polarisation, et le système là-dedans, son condensateur se polarise et il perd de l'efficacité. C'est ce qu'il pense comprendre. Et alors là, il découvre quand même que ce phénomène est proportionnel à la masse du gravitateur. C'est-à-dire que quelle que soit la masse, l'angle va être toujours l'angle va être indépendant de la masse. Donc ça veut dire, dans un pendule, que la force est proportionnelle à la masse. Il s'aperçoit aussi que plus la tension appliquée est élevée, plus l'angle est élevé. Donc là, la force est proportionnelle à la tension. Et il s'aperçoit alors de quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand il fait ses mesures, la durée, 30 secondes, là, 80 secondes, est influencée par la position de la Lune, du Soleil, ou de l'orientation de la Terre par rapport au centre de la galaxie. Donc là, il dit, tiens, ça, c'est quand même curieux. Alors, il dépose un brevet en 1927 de mémoire. On voit pas bien, mais... je peux voir mieux là. 1928, mais la date de dépôt c'est 1927. Oui, je l'ai mis en bas, oui. La date de dépôt c'est 1927. Accordé en 28. Donc il brevette tout ça, il fait même dans son brevet, donc il brevette son gravitateur. Là, il y a un petit moteur gravitationnel, donc là, il y a des petits condensateurs, il va appliquer, pareil, une haute tension, et donc ça va créer une force de poussée, donc le système se met à tourner, ça fait un petit moteur gravitationnel. Et donc il a son brevet déposé accordé en 28, donc il sort un article en 1929 dans cette revue, donc de août 1929, comment je contrôle la gravitation. Et alors cet article est extraordinaire, parce que je l'ai encore relu il n'y a pas longtemps, donc il travaillera toute sa vie à l'étude du phénomène, donc dans les années 80. Mais toutes les informations, tout ce qu'il va divulguer toute sa vie, sont déjà présentes dans cet article. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, après avoir publié cet article, il va travailler pour la Navy, donc pour l'armée américaine, où, coup de chance, on lui demande de travailler sur l'étude des condensateurs à haute capacité. Et c'est justement ce dont il a besoin pour ses manips. Bon. Il se retrouve à faire une expédition en sous-marin avec un amiral Rickover, qu'on retrouvera un peu plus tard, et que je cite aussi dans une de mes vidéos sur les centrales au thorium. Rickover était responsable de l'énergie nucléaire aux États-Unis ou des recherches. Bon. Donc, pardon ? Des sous-marins. Oui, entre autres, sous-marins nucléaires, civils et militaires. Donc c'est ce que j'explique dans la vidéo sur les centrales au thorium. Et
Donc il se retrouve à faire cette expédition dans les Antilles, sur Princeton International Gravity Expedition, donc on comprend que c'est pour étudier la gravité. C'est ce que le titre laisse supposer. Et les résultats de leur expédition sont apparemment tellement intéressants qu'ils décident de mettre plein de sites de mesure aux États-Unis, différents sites de mesure aux États-Unis, y compris enfouis le plus profondément sous terre, parce qu'il y a quand même cette influence des mesures liées à la Lune, au Soleil, à la position du centre de la galaxie. Et ils cherchent à comprendre, mais c'est quoi ces ondes, ou qu'est-ce qui fait que ce signal fluctue même en étant enfoui sous terre, parce que c'est pas des ondes électromagnétiques, les ondes électromagnétiques ne traversent pas, ne descendent pas si loin. Bon. Et donc il va continuer ses recherches et ses mesures sur la gravité jusqu'à sa mort, jusqu'en 1980. Et donc pour comprendre ces variations inexpliquées qui sont hautement pénétrantes. Alors là on voit un exemple de courbe, donc ça c'est lui qui a publié ça, donc ses études en tout cas. Là on est en 76, 76, donc les travaux ont continué jusqu'en 76 au moins. Où là on voit les mesures qui fluctuent en gros sur une période de 24 heures, mais en plus il y a un autre phénomène qui vient se greffer par-dessus. Donc d'après ces analyses, c'est position des planètes et de sciences de la galaxie qui jouent sur les mesures. En fait ce qu'il fait, il mesure la tension aux bornes des roches, et il trouve qu'il y a une tension électrique aux bornes de roches. Et c'est ça qu'il mesure, avec un dispositif à lui. Alors, après, il se retrouve à travailler dans les radars, dans une école de radars. Alors, je ne sais pas trop s'il enseigne la techno sur les radars, mais donc il bosse pour la Navy, c'est dans une école de radars, et il travaille aussi un dispositif pour faire sauter les mines marines avec des câbles à très haute tension. Ça génère un champ magnétique et les mines croient que c'est une coque de bateau et du coup elles sautent. Donc il a inventé ça. Et en 1943, il est à Philadelphie. Donc il est à la fois spécialiste radar, spécialiste des hautes tensions, et donc il est, d'après les travaux et les études de la Violette, les présomptions sont extrêmement fortes sur le fait qu'il était un intervenant majeur dans l'expérience de Philadelphie. Autre élément à charge, c'est que donc à l'issue de l'expérience de Philadelphie, il fait une très grave dépression et il est obligé d'arrêter de travailler jusqu'au mois de juin 1944. Donc on se dit, bon, les résultats étaient peut-être tellement justement choquants que comme il était partie prenante là-dedans, il a été quand même fortement perturbé. L'expérience de Philadelphie, oui, c'est donc lui était spécialiste radar, spécialiste des hautes tensions, et l'expérience de Philadelphie, c'est justement de rendre des bateaux invisibles au radar par de la haute tension. Donc il a tout pour plaire, et en plus il est à Philadelphie en 1943. Eldridge. Et en 1956, il fonde le NICAP, qui est donc un organisme d'enquête sur les phénomènes aériens inexpliqués. Et bon, c'est un mauvais gestionnaire, 4 mois plus tard, il sera remplacé par Donald Keough, que j'ai cité tout à l'heure. Alors, il continue toujours, en plus de son travail, il continue ses recherches avec les moyens du bord. Et en 1950, il fait une démonstration qu'on voit ici, donc qui va breveter après en 1960, mais il va démontrer ses disques, donc on voit ici la photo. Donc il utilise des disques je ne sais plus en quel métal, et il met un fil devant, il met un fil électrique très fin, il met ça sous tension, donc alors il y a 50 000, 100 000 volts, 200 000 volts, et le système se met à tourner, toujours du moins vers le plus, donc ça pousse, c'est le plus à l'avant. Bon. Et alors en 52, par hasard, il y a à l'improviste, il y a un général de l'armée américaine qui débarque dans son labo alors qu'il est en train de faire une démo. Et ce général était en plus l'ancien vice-président de Douglas Aircraft. Douglas Aircraft était la compagnie majeure d'aéronautique à l'époque, devant Lockheed, Boeing, etc. Je ne sais même pas si Boeing existait. Mais... et donc,
à l'issue de cette visite, bon, il sent que là que l'armée va être opérée, donc il propose au Pentagone, bon, il bosse aussi sur les projets militaires, et donc il bossait pour la Navy, donc il sait comment ça marche le Pentagone et donc les projets militaires. Donc il leur propose tout un plan d'études de l'antigravité qui s'appelle le projet Winterhaven. Et donc là, il a défini tout ce qu'il faut étudier, l'influence des différents condensateurs, plein de choses. Il définit tout le plan, y compris les universités et les labos de recherche capables de mener à bien ces études. Donc ça, c'est le projet Winterhaven qui soumet au Pentagone en 52. En 53 ou 54, alors c'est pas très précis dans les documents que j'ai, il se retrouve à Hawaï et il refait sa démo, là, encore mieux, avec des disques plus gros de 1 mètre, 150 000 volts, et là, apparemment, il aurait atteint, les disques auraient tourné à 160 km/h. Et donc, l'effet Biffy-Brown est-il de l'électrogravité? Toute la question. Alors, il est quand même un peu dans le collimateur de l'armée qui fait tout pour l'empêcher de travailler sur le sujet. Et en 55-56, il arrive à avoir des crédits via la France. Donc, c'est le projet Montgolfier à Courbevoie avec la Société nationale de construction aéronautique du Sud-Ouest. Eux, ils ont cherché, en fait, ils ont entendu parler de Thomas Metzenbraun, parce qu'il publie des choses, et ils essaient de reproduire ses expériences, mais ils n'y arrivent pas. Donc l'équipe rentre en contact avec lui, et il finance, donc comme il cherche des crédits, il est bien content de trouver quelqu'un qui s'intéresse à ses travaux, et donc il va venir à Paris en 55 et 56, et pour faire marcher, démontrer ce qu'il sait faire. Et donc ils vont faire, donc l'équipe là, donc les mesures vont quand même durer 2-3 ans, vont faire des mesures à la fois à l'air libre et sous vide. Je vais un peu vite. Ils vont étudier l'influence du diélectrique, donc c'est l'isolant qui est utilisé, donc ils vont étudier l'influence de l'isolant. Et eux, ils vont mettre en évidence qu'il y a finalement deux phénomènes qui participent à cette force de poussée. Donc il y a un vent ionique dans l'air, et il y a une autre force inconnue. Donc tous les essais vont être faits pour mesurer cette force inconnue et démontrer qu'elle existe vraiment. Donc là, on voit la cloche sous vide qui a été utilisée, et donc ce rapport, alors vous ne pouvez pas le trouver sur le net facilement, parce que tous les liens qui sont donnés dans le bouquin de La Violette, ils sont morts, ils sont coupés, ils ne sont pas vraiment coupés, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas y accéder. C'est différent. Et donc par contre, on les trouve dans les archives du net. Donc là, je vais donner les liens dans ma vidéo 17, vous pouvez avoir accès au rapport dans les archives du net. Donc il y a tout le rapport complet. Donc c'était classé top, c'est classé top secret, donc très secret, pardon. Classé très secret. Et donc ça date, là, le rapport date de 59. Alors j'ai mis juste la dernière page du rapport, donc qui dit, en conclusion, il nous semble que l'accroissement de la capacité, et notamment et surtout la présence d'un diélectrique à forte constante, rend le phénomène plus vigoureux. Donc ça c'est la conclusion du rapport Montgolfier de conclusion écrite en 59. Alors un point intéressant, c'est qu'ils utilisent, j'y reviendrai plus tard, ils utilisent du titanate de barium, c'est cité ici. Donc le titanate de barium, c'est un isolant qui a un coefficient de 4 à 6000 selon les conditions de température, de pression, etc. Donc c'est un isolant qui existe depuis la fin des années 40, 49-50. Donc c'est donc les meilleurs isolants qui existaient à l'époque. Donc ça veut dire 4000 à 5000 fois plus isolant que l'air. D'accord? Que l'air. D'accord? Et là, je reviendrai tout à l'heure avec Tesla, mais Tesla, lui, il avait du mica avec un coefficient 6. Là, il y a 4000. D'accord? Bon, que dit la science officielle aujourd'hui? Alors, pour l'armée américaine, officiellement, c'est un vent cet effet de poussée, à la fois que ce soit Jean-Louis Naudin ou Tom Metzenbraun, pour la science officielle, c'est donc uniquement un vent ionique. Oui, quand il était à Hawaï, pendant qu'il faisait sa démo, il s'est fait visiter sa chambre, il s'est fait prendre tous ses documents par l'armée, et puis ils lui ont rendu ces documents plus tard en disant non mais votre truc ça ne nous intéresse pas, c'est un vent ionique, ça ne marchera pas dans le vide, ça ne nous intéresse pas. Laissez tomber, c'est pas utile. Laissez tomber.
Et alors il y a un scientifique, un physicien célèbre en Autriche qui bosse à Dresde, il est à Dresde en Allemagne, mais il est autrichien je crois, Martin Tajmar. Donc lui il publie beaucoup. Ça a été l'un des premiers à publier aussi les travaux sur le M-Drive. Donc le M-Drive c'est un moteur électromagnétique qui a été inventé dans les années 2000-2001. Et bon, lui a fait des études scientifiques entre guillemets pour évaluer la chose. Sa conclusion c'était oui, on sait pas dire à cause du bruit, de l'incertitude des mesures, on ne sait pas conclure. Donc, en général, lui, ses conclusions c'est oui, mais les instruments ne sont pas suffisamment précis, je ne peux pas conclure. Donc il a sorti un article donc, pour le AIA, c'est donc American Institute of Aeronautics and Astronautics. Donc il a sorti un papier en 2004 où alors il détruit carrément l'effet Biffy-Brown en disant donc c'est un vent ionique. Donc alors, déjà il n'a pas fait les essais sous le vide, il a fait les essais que dans l'air. Bon, il a fait une étude très détaillée, ultra scientifique, mais dans l'air, et il conclut que c'est un vent ionique, et en disant oui mais quand ils ont fait leurs essais sous vide, le vide ne devait pas être si vide que ça, c'est un vent ionique. Terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Il y a aussi un autre rapport financé par l'US Air Force, d'un certain Thaler en 88, pareil, bon, il fait toute une étude scientifique, mais qui conclut, non, c'est dû à la présence d'air. Il y a aussi un autre bouquin très intéressant, donc là que j'ai pu trouver, donc il y a eu la DIA, donc le Defense Intelligence Agency, qui a sorti 3 documents qui ont fuité sur le net, mais qui pour moi sont plus de la désinformation. Donc des documents qui sont sortis récemment, et donc c'est grâce à ces documents de la DIA qu'on trouve dans les petits liens ce bouquin. Donc il y a une étude très poussée, pareil, de l'American Institute of Aerospace and Astronautics, et donc d'un certain Willis et Davis. Alors il y en a quand même, donc c'est toutes les techniques de propulsion plus ou moins exotiques. Alors il y en a quand même 768 pages. 768 pages. J'ai pris une page qui m'intéressait, où là donc ça parle de l'effet Biffy-Brown, donc dans les concepts non viables. Concepts non viables. Donc bon, voilà, pareil, l'effet Biffy-Brown se fait descendre en flamme en disant bon, laissez tomber. Par contre, ça vous parle alors donc de dispositifs, alors de masse négative, etc., mais avec des besoins en énergie qui sont tellement gigantesques, ou en masse qui sont tellement gigantesques que ce bouquin ne vous amène que sur des solutions qui sont pas réalistes. C'est de la pure désinformation pour moi. C'est mon avis. Et donc Thomson Brown, quand il travaille, donc il est allé il est venu 2 séjours à Paris en 55-56, et quand il revient, il retrouve le cher amiral Rickover, donc il l'avait connu 30 ans en 1930, donc là on est en 56, donc 26 ans plus tard, et là Rickover lui dit non mais laissez tomber, donc il fait grosse pression pour que Thomson Brown abandonne sa recherche. Donc si l'armée fait grosse pression pour qu'il abandonne, c'est qu'il ne faut pas trop qu'il regarde, il ne faut pas trop qu'il mette les pieds là-dedans. Donc la question est-il le seul en fait dans les années 50 à travailler sur le sujet? On va voir que non. Finalement il y a un certain nombre d'articles, donc la période 54-55, c'est vraiment une période charnière pour l'antigravité. Donc il y a un certain nombre d'articles, donc la presse en parlait, en 54-55, la presse en parlait beaucoup. Donc il y a un certain nombre d'articles qui sont sortis, par exemple, là 3 jours de suite dans le New York Herald, en novembre 55, sur l'antigravité, où le journaliste a sorti 3 papiers à suivre. Bon, d'autres documents, pareil, le décembre 56, des gros rapports, il y avait donc il y a un certain nombre de... on en parle publiquement dans la presse, d'accord? À chaque fois en disant, toute l'industrie aéronautique travaille sur le sujet, et la découverte de l'antigravité n'est qu'une question de semaines ou de mois. Là, un autre document, donc déclassifié par la base de Wright-Patterson, qui est bien connue pour tout ce qui est étude des engins volants exotiques. Donc là, ça date de février 56. Donc c'est tout un rapport d'études, donc déclassifié en 90, tout un rapport d'études sur les connaissances sur l'antigravité en 56.
Alors on a là aussi un autre document très important qu'on a pu avoir grâce à William Tompkins. Oui, j'ai son bouquin là. Donc William Tompkins a sorti ce bouquin en décembre 2015, quelque chose comme ça, oui, décembre 2015, et il raconte qu'il faisait partie chez Douglas, donc Douglas Aircraft, d'un groupe secret, donc le groupe A250. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est ma vidéo numéro 11, je crois, ouais, 11, oui, la 11. Et il appartient au groupe A250, et lui est chargé de concevoir des vaisseaux gigantesques de 2 km de long. Et donc ça, ce document date de 1er mars 1955. 1er mars 1955, et c'est déjà la deuxième version. Il y a une version qui est sortie mi-décembre 54. Et donc celui qui l'a écrit, c'est Wolfgang Klemperer. C'était le chef, qui est un Allemand, alors qui bossait chez Zeppelin. Il est venu, alors dans ma vidéo, je me suis trompé, j'ai dit qu'il venait avec le Paperclip, mais non, il est arrivé aux États-Unis avant. Et il bossait chez Zeppelin. Et donc c'était l'expert allemand de l'antigravité. Alors j'ai même pu récupérer des archives de l'université du Wyoming, de Klemperer, mais bon, dedans il n'y avait rien. C'est dommage, parce qu'il y a eu 2 feuilles. J'espérais récupérer des trucs, mais bon. Et donc là, ce document ici là explique que il y a une première version du document qui est sortie en décembre 54. Celle-là, c'est celle de 1er mars 55, donc 2 mois et demi plus tard. Et là, ils expliquent qu'il y a déjà, entre ces deux dates, il y a déjà 20 articles supplémentaires qui sont sortis sur le sujet. Donc sur les propulsions avancées. Donc, vraiment, c'était le sujet, d'un côté militaire et industrie aéronautique, le sujet chaud de l'époque. Et là, donc ça, vous pouvez voir la vidéo, l'extrait vidéo dans ma vidéo 23, Fabienne t'explique les programmes spatiaux secrets partie 2. Donc là, on a ici Steven Greer. Là, c'est Robert Wood, l'éditeur de ce bouquin. Robert Wood, c'est un ancien aussi ingénieur de chez Douglas, qui a le site Majestic Documents. C'est lui qui a créé le site Majestic Documents. Et ici, on a Thomas Vallone, qui est un expert aussi de l'antigravité, qui a écrit ces 2 bouquins, Electro-Gravitics 1 et 2, bon là c'est le numéro 2. Donc là, c'est que du beau monde. Et alors même si, bon maintenant, lui, c'est tout business, l'activité de Steven Greer, bon, il est américain. Bon, mais donc, vous pouvez voir, dans cette vidéo, oui, donc le point important, c'est que dans cette vidéo, il affirme que les Américains ont découvert l'antigravité en octobre 54. Ils ont compris comment ça marchait en octobre 54, et c'est pour ça que le sujet est devenu ultra classifié en octobre 54, ce qu'ils avaient trouvé. Bon, et donc, Thomas Thomson Brown est-il le premier à avoir découvert des effets, de tels effets? Donc là, on va venir à Nikola Tesla. Et essayer de comprendre qu'est-ce que Nikola Tesla a réellement trouvé. Alors, un petit résumé rapide de la vie du curriculum vitae de Nikola Tesla. Bon, donc c'est un inventeur, le plus grand inventeur de l'histoire moderne, crédité d'à peu près 700 inventions. Alors sur moteur à courant alternatif, synchrone, asynchrone, les alternateurs, les radars, radiocommunication, télévision, engin volant, transmission d'énergie sans fil, armes électromagnétiques. Bon, donc on dit 700 inventions, mais on n'a que 250 brevets. Il a déposé que 250 brevets. Bon, à la fin de sa vie, il était je suis gentil, c'est déjà pas mal. Donc 250 brevets, parce qu'à la fin, donc, non seulement il était ruiné, et puis il ne voulait pas non plus divulguer tout ce qu'il trouvait. Et de ces 250 brevets, il y en a en fait 112 qui sont accordés aux États-Unis, donc publiés et accordés aux États-Unis, et donc tous les autres sont, c'est les mêmes, mais publiés en Espagne, en France, en Angleterre, en Canada. Et donc il y a 112 brevets. Alors je les ai tous regardés, je les ai classés et tout. Bon, à la fin ça va vite parce qu'il y a toujours des. Bon, avec une idée, il peut faire 8 brevets, donc. Mais bon, je les ai au moins tous regardés une fois. Et donc, il est né en 56, en Croatie. Il a fait donc, des études d'ingénieur en 75. Alors, il bosse tellement qu'il arrive à faire les 2 premières années en 1 an. Et là, l'école écrit à son père pour dire il faut qu'il arrête parce qu'il ne va pas passer l'hiver. Bon, donc, il est obligé d'arrêter 1 an. Son père l'oblige à arrêter 1 an. Et il parle, lui, au moins 8 langues.
Il y a d'autres disent qui parlent 10 langues, donc au moins 8 langues, ce qui est déjà énorme. Donc français, allemand, hongrois, latin, tchèque, italien, anglais, serbo-croate. Et j'ai lu des lettres de lui écrites en français, mais fabuleux, fabuleux. Donc extraordinaire. Bon, il démarre sa carrière à Budapest, à l'office du télégraphe. Oh là, je suis un peu vite. Et donc après, rapidement, il va travailler à Paris pour la société General Electric pour Edison. Et il fait vraiment des merveilles. Bon, quand je dis Paris, il est envoyé à Strasbourg, il est envoyé partout où il y a besoin. Et il fait vraiment tellement des merveilles qu'on l'envoie du coup à la maison mère en 84, travailler directement avec Edison. Par contre, alors là ça va mal se passer. Donc Edison, toutes les solutions qu'il invente sont avec le courant continu. Et Tesla, lui, toutes les solutions qu'il trouve, qu'il cherche à promouvoir, c'est avec le courant alternatif. Et ça va rapidement faire des étincelles entre les deux, si je peux dire. Et donc il reste 6 mois seulement à bosser avec Edison, parce qu'il Edison lui avait promis 50 000 $, des choses comme ça, s'il arrivait à résoudre le problème du moment. Forcément, Tesla l'avait résolu, mais avec une solution à base de courant alternatif. Et Edison, qui lui avait promis 50 000 $, lui a augmenté de, en gros, 2 ou 3 $ par semaine, et il ne lui a pas donné la prime de 50 000 $. Et donc là, il a claqué la porte. Tesla a claqué la porte, et Edison lui dit vous comprenez vraiment rien à l'humour américain. Bon. Donc, il quitte Edison, et bon, il fonde une première société pour gérer ses brevets, avec des associés. Là, c'est pareil, ça va clasher assez vite. Il en refonde une deuxième, et ces brevets intéressent un autre inventeur qui s'appelle George Westinghouse, qui va signer un accord de licence exclusif, en gros, avec Tesla, en 1988. Donc là, 1988, ça va être le début, c'est peut-être déjà la guerre des courants entre Westinghouse et Tesla d'un côté, sur le courant alternatif, et Edison et General Electric sur le courant continu. Donc là, tous les moyens sont bons pour discréditer le courant alternatif. Tous les moyens sont bons pour Edison. Donc il va même jusqu'à électrocuter des éléphants pour montrer que le courant alternatif c'est dangereux, et que le courant continu, non, c'est pas dangereux. Ce qui est totalement faux. Et donc, en 1893, Tesla remporte le contrat de déploiement de l'infrastructure électrique des États-Unis. Ça commence par mettre en place une centrale hydroélectrique au pied des chutes du Niagara, pour transformer l'énergie des chutes du Niagara en électricité. Alors, ce qui est super important, c'est de comprendre le contexte à la fin du 19e siècle, et comprendre aussi, on se demande, moi je m'étais toujours demandé, mais comment un gars comme ça peut inventer 700 inventions. Et en lisant tous ces brevets, on comprend le cheminement intellectuel de Tesla, en fait. Ça, c'est fabuleux. Finalement, il est toujours en train de faire quelque chose, et il bute sur un problème, et hop, il va trouver une solution, et aussitôt il brevette la solution. Finalement, il est toujours en train de progresser. Tous ces brevets, c'est parce que ça lui apporte une solution à ses problèmes du moment. Et alors, en 1873, l'anglais James Clerk Maxwell sort sa théorie de l'électromagnétisme sous forme de 8 équations. Donc là, on est vraiment au début de l'électricité et de l'électromagnétisme. Donc même si ça a commencé plutôt dans les années 40-50, mais bon, c'est vraiment une période extraordinaire pour l'histoire de la physique. Et alors bon, j'ai mis 1876, Maxwell comprend que la lumière est une onde électromagnétique. Il a peut-être compris avant, mais bon, certaines sources donnent cette date, d'autres sources donnent une date antérieure. Mais en tout cas, Maxwell a compris que électricité, magnétisme et lumière, tout ça, c'est pareil. C'est le même phénomène. Et à côté de ça, donc Edison invente l'ampoule à incandescence avec un fil de carbone, 1879. Donc c'est vraiment le début de l'électricité, au moins de la lumière, des ampoules électriques. Et là, c'est un prototype, c'est pas encore l'ampoule industrielle qui marche bien. Donc c'est vraiment le tout début. Et l'autre grosse question, une autre grosse question métaphysique entre guillemets à l'époque pour les physiciens, c'est comment la lumière se transmet
comment la lumière se transmet dans l'espace et dans le vide. Y a-t-il quelque chose pour permettre cette transmission des ondes électromagnétiques? Et ce qui est communément admis, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un éther, donc on appelle l'éther, qui permet cette transmission des ondes électromagnétiques. On ne voit pas comment ça peut marcher autrement. Et donc de 1881 à 1887, il n'y en avait qu'un seul au début, puis après ils étaient deux, alors je ne sais plus quel des deux. Et donc ils cherchent à prouver, à démontrer l'existence de l'éther, avec un dispositif qui s'appelle l'interféromètre de Michelson et Morley, où ils vont chercher à créer des ondes d'interférence en utilisant un faisceau de lumière, en lui faisant prendre deux chemins, et à l'arrivée, en bénéficiant de la vitesse de la Terre autour du Soleil, qui est à 30 km/s, on se dit qu'il y a un des chemins, la lumière va prendre plus de temps que l'autre, ou dans un chemin, elle va prendre moins de temps que l'autre. On doit réussir à créer des franges d'interférence. Et en plus, à 6 mois d'intervalle, comme la Terre aura fait la moitié du tour du Soleil, ira dans une vitesse, dans un sens différent, on devrait voir un autre effet. Donc ils ont quand même essayé de mettre au point la manip pendant 6 ans, et ils n'ont jamais réussi à montrer quoi que ce soit. Et donc la conclusion c'est on n'arrive pas à montrer l'existence de l'éther. Mais alors, est-ce que la conclusion c'est il n'existe pas d'éther? Donc ça a été un peu le raccourci qui a été pris, c'est finalement on n'arrive pas à démontrer l'existence de l'éther, donc peut-être que l'éther n'existe pas. Et pareil, dans la même période, Heinrich Hertz, un Allemand, arrive à mettre en évidence donc, les ondes électromagnétiques donc, que Maxwell avait défini la théorie de l'électromagnétisme. Oui, alors j'ai pas dit, bon maintenant c'est 4 équations, c'est un anglais, Heaviside, qui a reformulé tout ça, ça tient en 4 équations, moyennant un peu quelques pertes d'informations. Et donc, Maxwell avait compris, d'après ces équations, qu'on pouvait créer des ondes électromagnétiques. Mais personne n'avait encore réussi à les mettre en évidence. Donc c'est Hertz, le premier, qui a réussi à faire communiquer, à faire transmettre de l'information, transmettre un signal, en gros, entre deux antennes. Ça a été 1887. Et autre fait intéressant aussi, c'est que l'électricité, ça marche avec des électrons, mais l'électron n'a été découvert qu'en 1897. Donc on pensait, les physiciens avaient prédit son existence, mais il a vraiment été trouvé en 1897. Donc Tesla, toutes les manips qu'il fait avant 97, il y a deux électricités. Il y a une électricité positive, une électricité négative, mais il n'en sait pas plus. Et malgré ça, il fait des choses extraordinaires. Alors, quelle est la problématique de Tesla à cette époque, dans les années 80? Donc dans les années 80, il n'y a aucune ville qui est électrifiée. L'électricité, c'est vraiment le début. Et donc déjà, première problématique, c'est faire une centrale hydroélectrique pour générer de l'électricité. Une fois qu'on a ça, deuxième problème, c'est qu'il faut amener cette électricité. Les solutions d'Edison, en courant continu, tous les 2 km, il faudra mettre un réémetteur, un amplificateur pour rebooster le signal. Bon. Contrairement à l'électricité, au courant alternatif, à haute tension. Et donc une fois qu'on arrive à amener donc le but était d'électrifier la ville de New York. Une fois qu'on arrive à amener ce courant jusqu'à New York, maintenant il va falloir créer de la lumière. Et on n'a toujours pas non plus on n'a pas de solution fiable pour créer de la lumière à partir de l'électricité. C'est vraiment au tout début. Et donc Edison avait sorti donc, je ne sais plus, là c'est un brevet qui date de 1890 celui-là. Bon, mais donc ils en sont à essayer d'inventer des ampoules électriques, comment faire de la lumière et de l'électricité. Et alors, Tesla, lui, les solutions d'Edison avec des filaments de carbone, c'est pas fiable parce que les filaments de carbone, ça crame, ça pète, c'est pas terrible. Et il y a d'autres solutions. Tesla, lui, son credo, c'est les lampes à arc. Les lampes à arc, c'est faire des petits éclairs. Faire des petits éclairs, comme ça au moins il n'y a pas de filament, au moins le filament il risque pas de tomber en panne, il n'y a pas de filament. Donc il utilise de l'électricité à haute tension et il va faire des éclairs. Sauf que, il explique dans son brevet qui date de 1891, oui ça c'est la date de sortie, vous l'avez déposé avant, et donc il explique que ces lampes à arc c'est très désagréable parce que ça fait du bruit.
ça fait du bruit à cause des petits éclairs. Et pour lui, le bruit vient de l'alternance rapide du chauffage et du refroidissement donc, du gaz, de l'air en fait, du gaz qui est dans l'ampoule. Et il se dit, comme l'oreille est sensible jusqu'à 10 000 Hz, si j'utilise de l'électricité à haute fréquence, un courant alternatif à haute fréquence, au-delà des 10 000 Hz, peut-être que j'en entendra plus rien, parce que l'oreille n'est pas sensible au-delà. Et donc c'est ce qu'il raconte, voilà. J'ai réussi à le réduire par du bruit, et à produire des lampes silencieuses en augmentant la fréquence de vibration, à un taux approximativement égal ou au-delà de ce qui est généralement considéré comme la limite de l'audition. Voilà. Donc là, il a dépassé les 10 000 Hz. Bon, rapidement, il va atteindre 20 000, 30 000 Hz. Et donc ça, c'est sa préoccupation, c'est donc faire la centrale hydroélectrique, amener le courant jusqu'à New York, et après trouver une solution pour éclairer New York. Et en même temps, il cherche à reproduire donc, les manips de Hertz de communication et radiocommunication. Sauf qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas, mais il tombe sur d'autres phénomènes. Il tombe sur d'autres phénomènes, et il va faire une série, donc des phénomènes totalement surprenants, et il va faire une série de conférences. Alors ce bouquin, ce bouquin date de 1893. Donc ça a été une édition récente, mais il a été écrit en 1893 par le fondateur de l'American Institute of Electrical Engineers, donc Thomas Comerford Martin, quelque chose comme ça. Et donc il décrit les travaux de Tesla jusqu'en 1893. Quand je l'avais acheté, ce bouquin, je dis c'est dommage, il s'arrête en 1893. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver ce qu'avait fait Tesla sur l'antigravité après. Bon. Sauf que l'info, elle est dedans. Et donc, Tesla il a fait donc trois conférences même. Il en a fait aux États-Unis, en Angleterre, il en fera deux jours de suite en Angleterre, une en France. Donc dans les années 80, en 91, en 92 et en 93. Et donc là, il arrive avec tout son matériel et il fait des expériences complètement dingues devant tout le monde. Alors, bon, le bouquin est totalement illisible, je préviens, c'est très très difficile à lire. Parce que c'est Tesla qui explique des manips en anglais sur de la physique qu'on ne maîtrise pas. Bon, c'est... Bon, donc, mais bon, j'ai noté les phrases qui étaient intéressantes, qui montrent qu'il a vraiment trouvé quelque chose. Et donc, il découvre, en jouant avec ces hautes tensions, il va découvrir des phénomènes curieux. Un premier phénomène, c'est que il se produit une surtension. Quand il ferme le circuit avec une très haute tension, il se produit une surtension. Donc c'est un phénomène apparemment qui est bien connu en physique pour ceux qui travaillent sur la haute tension. Donc il faut faire très attention. Il y a des précautions à prendre sur ces systèmes pour fermer le circuit sur la très haute tension. Sinon ça crée une onde de choc. Il comprendra que ça crée une onde de choc. C'est comme quand vous ouvrez un robinet trop fort, vous avez un coup de bélier dans le tuyau, parce que c'est trop fort par rapport à la vitesse de l'eau. Donc il comprend qu'il se produit donc cette onde de choc. Et il découvre aussi, il s'amuse dans une ampoule, il va faire vibrer donc à très haute tension des éclairs, des arcs électriques, et avec un aimant, il approche un aimant de ces éclairs, et là, les éclairs se mettent à vibrer comme une corde de violon pendant plusieurs minutes. Et là, donc ça c'est complètement dingue, parce que c'est une ampoule, c'est du vide, hein. Dans l'ampoule il y a du vide. Et il fait vibrer l'éclair, comme s'il y avait quelque chose. Donc là, Tesla comprend qu'il y a quelque chose dans le vide. Et donc ce quelque chose est rigide, il peut être rigide, donc, comme une corde de piano ou de violon. Alors, à très haute fréquence, les phénomènes sont plus que surprenants, parce que les conducteurs deviennent isolants, les isolants deviennent conducteurs. Il est sur une autre physique, carrément sur une autre physique. Et régulièrement, dans son bouquin, dans ses conférences, il fait des similitudes aussi avec la foudre, où des objets métalliques qui reçoivent un éclair peuvent être soit projetés très loin,
très très loin, soit carrément disparaître, sublimer. Donc Tesla l'évoque ça. Et donc lui, il constate la même chose quand il bosse sur différents types d'ampoules, donc avec ses arcs électriques, les ampoules à arc, ou aussi avec des filaments. Bon, il essaye tout ce qu'il peut, et des fois ces filaments disparaissent d'un coup, pareil, comme ce qu'il évoque avec la fibre. Et alors, il fait vraiment des choses très curieuses, et à chaque fois, ces montages sont très simples. C'est ça qui est extraordinaire avec Tesla, c'est que ces montages sont toujours super simples. Donc là, il a un générateur alternatif, il a un premier niveau de transformation avec une bobine, un primaire, un secondaire, un condensateur, donc là, un éclateur, il y a juste un peu d'air entre les deux, et puis ça va faire des éclairs, donc ça va créer le contact au rythme des éclairs. Et derrière, il remet un étage d'amplification de la tension. Il met un fil au mur, un fil à l'ampoule, et là, il éclaire. Donc Tesla, il n'a pas besoin de 2 fils pour faire de la lumière. Un seul fil lui suffit. Plus tard, 0 fil. C'est pas grave. Tesla, il fait ça sans fil. Et bon là, donc on est à 20 000 Hz et 20 000 volts. Et ça, 1891. Et c'est vraiment en c'est décembre 92 qu'on a la preuve que Tesla avait découvert les ondes scalaires. Donc Tesla, dans ce document de 21 décembre 1892, explique que lui, il a découvert des ondes électriques qui se comportent comme des ondes sonores. Donc c'est pas les mêmes ondes que les ondes hertziennes qu'a découvert Hertz. Donc les ondes hertziennes, c'est des ondes le champ magnétique électrique tourne et avance à toute vitesse, alors que les ondes qu'a découvert Tesla, c'est comme des ondes sonores électriques, mais qui se comportent comme des ondes sonores. Vous mettez devant un haut-parleur, le haut-parleur il fait vibrer l'air comme ça, et ça avance à la vitesse du son. Donc Tesla, il a découvert l'équivalent, mais avec des ondes électriques. Alors Maxwell, quand il a sorti sa théorie en 1873, il avait compris, donc sa théorie à l'époque permettait, Maxwell avait compris qu'il y avait deux types de solutions. Les ondes hertziennes, les ondes transverses, qu'on appelle maintenant nous les ondes hertziennes, et les ondes longitudinales, qu'on appelle les ondes scalaires. Maxwell avait compris ça. Mais il ne voyait vraiment pas comment on pouvait générer de telles ondes. Et je disais que les équations de Maxwell ont été reformulées après par un anglais qui s'appelle Heaviside, et la simplification d'Heaviside a fait que les ondes scalaires, la solution des ondes scalaires a disparu des équations de Maxwell. Donc on ne peut pas retrouver les ondes scalaires avec les équations qu'on connaît. Et donc j'ai sorti une vidéo, c'est la vidéo 13, sur la théorie de la gravitation, où je suis reparti d'un article d'un physicien hollandais qui fait évoluer ou qui modifie, qui complète les équations de Maxwell, et on retrouve les ondes scalaires en solution. Donc ça, c'est ma vidéo numéro 13. Et donc Tesla, ici, conclut à l'existence des ondes longitudinales, en 1892. Il en reparle dans cet article qui date de novembre 1931. Il réévoque ça. Donc là, il parle, le journaliste dit que Tesla lui parle de ses expérimentations, et dans son brevet, ce numéro-là, qui est donc déposé en 1900, donc 30 ans avant, 31 ans avant, Tesla parle déjà donc de ces ondes qu'il arrive à propager au sein de la Terre. Il transforme la Terre en résonateur, et il démontre que ces ondes se déplacent à 471 000 km/s, c'est-à-dire 1,5 fois la vitesse de la lumière, ce qui est impossible avec la théorie de Maxwell actuelle. Bon. Et donc c'est déjà dans un brevet de 1900 et recité dans l'article de 1931. Et donc Tesla, quand il a compris fin 1892 que les ondes scalaires existaient, il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Donc il laisse tomber les travaux sur le courant alternatif. La seule chose qui l'intéresse, c'est recréer ces ondes et recréer ce phénomène d'impulsion. Et c'est pour ça qu'il vise à atteindre 100 millions de volts. Bon, il atteindra 30 millions de volts.
Et pour obtenir ce phénomène d'impulsion, et donc créer les ondes scalaires, il lui faut des fréquences stables, très élevées et stables. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et alors, en 1895, par là, il va faire connaissance chez Sarah Bernard à New York. Il va rencontrer ce guide spirituel hindou, Swami Vivekananda, qui l'initie au texte sacré hindou. Donc Tesla sera vraiment très branché sur tout ce qui est texte sacré hindou. En particulier, dedans, il va découvrir l'existence des Vimana et donc de ces engins volants qui sont dans les textes hindous. Là, je peux dire hindou et pas indien. et donc, ils sont censés utiliser de la vapeur de mercure pour fonctionner. Et alors, curieusement, juste après, Tesla, en 1898, il va sortir 8 brevets qui utilisent du mercure. Pour faire ses... Bon, après, il laissera tomber parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, mais il sort quand même 8 brevets la même année, de mémoire, utilisant donc des contacteurs à mercure. Alors, en 1895, pareil, il va annoncer à Westinghouse et JP Morgan, qui sont banquiers, qu'il sait transmettre de l'énergie sans fil à travers la Terre, et donc c'est plus la peine d'aller mettre des fils électriques partout, ça sert à rien. Bon, donc là, alors que le projet d'électrification des États-Unis commence, et donc tout le business de Westinghouse et de JP Morgan, c'est d'aller mettre des lignes électriques. JP Morgan, il a acheté toutes les mines de cuivre qu'il pouvait, et Tesla lui dit, non mais laissez tomber, ça sert à rien. Donc là, son labo, il explose le 13 mars 1895, il n'en reste plus rien, il explose et il brûle. Alors coup de bol, donc ça se passe à 2 h du matin, coup de bol, Tesla c'était un gros bosseur, Edison disait qu'il bossait jusqu'à 5 h du mat, et qu'il revenait bosser après 10h30 le matin. Et donc ce soir-là, ou ce matin-là, coup de bol, il était au resto pour un dîner d'affaires, donc il échappe à l'explosion. Là, Westinghouse et Edison sont vraiment dépités parce qu'ils espéraient quand même que Tesla était à son labo ce jour-là. Bon, donc là, ça va être le début quand même un peu des tensions. Il va plus être trop aidé, Tesla, à partir de cette date. Alors, Tesla comprend que l'éther existe vraiment. Donc ça, il est vraiment sur notre physique. Donc l'éther existe et peut se rigidifier. Il comprend que donc, les ondes scalaires, donc, qui sont comme des ondes sonores mais électriques, pénètrent la Terre, et pour lui, c'est ça qui crée la chaleur interne de la Terre. Donc, ce qui fait que la Terre, finalement, est chauffée en permanence. Il comprend, comme Thomson Brown, qui mesurait des choses bizarres, même sous terre, il mesurait des fluctuations de la tension électrique dans les années 30 jusqu'à les années 80. À Tesla, il a fait la même chose, mais lui, en 1890, ou un peu après, avant 1900. Et pareil, il comprend que c'est la position des astres et des planètes ou des galaxies qui influe ces mesures. Et il comprend aussi que donc, ces phénomènes d'impulsion sont amplifiés selon la qualité de l'isolant qu'il utilise. Bon, sauf que lui, donc, le meilleur isolant qu'il a, c'est du mica, donc avec un coefficient 6, quand Thomson Brown, lui, dans les années 50, aura titanate de barium avec un coefficient de 4000. Alors, dans les années 2000, il y a un Russe qui s'appelle Podkletnov, qui bossait en Finlande, à Helsinki, qui a redécouvert finalement un peu la même chose. Où là, il utilise un supraconducteur, donc il refroidit, il utilise un supraconducteur qui va balancer un flux d'électrons sur une cible ici. Et puis bizarrement, ce qu'il découvre, c'est que s'il met un pendule derrière, le pendule il se prend un choc, il se prend une impulsion. Et cette impulsion, pareil, il fait des mesures. Alors, la vitesse est toujours supérieure à la vitesse de la lumière, mais c'est pas toujours la même valeur. Mais des fois, des fois 6 fois la vitesse de la lumière, c'est pas 10% de plus, c'est beaucoup plus. Et alors ça, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à mesurer à 200 km. Alors pourtant, son impulsion a fait quelques centimètres de large, mais bon, apparemment, il aurait pu mesurer à 200 km de distance.
Donc il retrouve un phénomène équivalent à ce que Tesla avait découvert. Parce que donc Tesla, j'ai peut-être été un peu rapide, mais dans ses conférences, donc il disait aussi qu'il arrivait à créer donc, des effets d'impulsion, et il ressentait ces effets d'impulsion sur ses joues. Donc dans son labo, quand il faisait plein d'éclairs, eh bien, il arrivait à ressentir ces chocs à très grande distance, même s'il se mettait derrière des protections conductrices ou isolantes. Le choc traversait finalement à longue distance, quel que soit le matériau protecteur qu'il mettait. Donc il a vraiment compris qu'il y avait un phénomène d'impulsion, et c'est ça que Tesla cherchera à expliquer et à analyser, en gros, le restant de sa vie. Alors, il va, pour mener à bien ses expériences, à New York, c'est quand même, il est en pleine ville, il veut être au calme, donc il va monter ce labo, à Colorado Springs, dans une petite ville donc tranquille des États-Unis, dans les montagnes rocheuses, je pense. Donc c'est là pour moi qu'il atteindra 30 millions de volts. Donc, il ne peut pas monter beaucoup plus parce que c'est un éclair fait 1 mètre par million de volts. Donc 30 millions de volts, c'est quand même 30 mètres d'éclair. Donc, après, il sort du labo. Hein. Bon. Et alors, il commence ses manips là, en mai 1899, et puis début janvier, genre le 6 janvier par là, il fait une fausse manip, il y a un retour de courant qui se produit vers la centrale, très haute tension qui remonte dans les bobines de la centrale, et la très haute tension elle fait des étincelles dans les bobines, il crame tout, donc la centrale est cramée, donc là les gens ne sont pas très contents, il n'y a plus d'électricité dans toute la région, en gros. Donc là, Tesla il rase les murs, et donc on lui fait comprendre que c'est pas la peine qu'il revienne. Donc c'est la fin de ses expérimentations à Colorado Springs. Et alors, ce qu'il faisait quand même, il envoyait la pêche, Tesla, et donc il cherchait à puiser de l'énergie, donc avec les ondes scalaires. Le but c'était de mettre la Terre en résonance. Il voulait mettre la Terre en résonance et aspirer de l'énergie scalaire de l'espace et injecter tout ce qu'il pouvait dans la Terre et voir ce qui se passe. Donc c'est peut-être un peu dangereux. Et donc c'est pas plus mal qu'il ait cramé la centrale parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. Et alors justement, là on a un document très intéressant. Donc ça c'est un document qui est sorti juin 2017 de mémoire, qui a fuité. Alors est-ce que c'est de l'information ou est-ce que c'est de la désinformation? Je ne sais pas. Mais donc dans ce document, alors, il a été quand même apparemment authentifié par Document Majestic récemment. Mais donc, dans ce document, il y a quand même des infos intéressantes, vers la fin, où donc ça parle, ce document parle de Tesla. Donc là, en 1899, le scientifique électrique yougoslave Nikola Tesla. Donc là, j'ai résumé à partir d'ici. Donc en 1899, Tesla a longtemps proposé qu'il était possible de diffuser directement de l'énergie électrique pure à distance, sans perte de puissance et sans fil. L'objectif de Tesla était de collecter le propre champ magnétique terrestre et d'utiliser la Terre comme un énorme émetteur, pour envoyer des signaux dans l'espace, pour tenter de contacter n'importe qui pourrait vivre là. Donc voilà, Tesla lui était convaincu de toute façon qu'il y avait des martiens, qu'on n'était pas seul. On n'est pas seul. Tesla n'avait pas idée que le type d'énergie qu'il avait généré parcourait l'espace et causerait de grands ravages à des années-lumière au loin. Parce que les ondes scalaires se propagent instantanément, ou quasi instantanément. Alors à la suite, deuxième page, le renseignement extraterrestre tenta de répondre à ces transmissions dans une forme de code binaire qu'ils utilisent habituellement pour les communications à longue distance. Évidemment, ces énergies agissent immédiatement à distance et ne sont pas limitées par la vitesse de la lumière, et demanda qu'ils cessent immédiatement ces transmissions. Bien sûr, Tesla n'avait aucune possibilité de comprendre le message qu'il a reçu de retour de l'espace. Heureusement, la colère des locaux, à cause des effets de bord de ses recherches, l'ont forcé à arrêter ses expériences de Colorado Springs la même année qu'il les a commencées. C'était en janvier. Donc ça, c'est ce que dit ce document. Alors, il faut savoir aussi que
quand Einstein, donc déjà l'éther a été enterré une première fois avec les expériences de Michelson et Morley, qui n'avaient pas réussi à démontrer que l'éther existait, et l'éther a été enterré une deuxième fois par Einstein avec la théorie de la relativité restreinte puis générale. Donc il sort la première en 1905, la deuxième en 1915, parce que dans sa théorie, les théories d'Einstein, ce sont que des maths. Il n'y a pas d'éther, il n'y a pas de notion de physique, c'est que des maths. Et donc, l'éther, ça n'apparaît pas du tout. Même si, ça c'est son discours de 1920, où Einstein reconnaît que la relativité générale ne peut pas fonctionner si l'éther n'existe pas. Donc, Einstein l'a reconnu, 1920. Donc ça, on retrouve facilement la vidéo sur YouTube. Bon, je ne vais pas la passer parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, Tesla était vraiment le plus grand adversaire d'Einstein sur la théorie de la relativité générale et restreinte, parce que Tesla, lui, il est convaincu que l'éther existe, il en a toutes les preuves, il manipule ça, et donc toutes ses expériences aboutissent où il démontre la présence d'éther. Et donc là, il dit, donc dans un discours, je crois que c'est en 1938, donc il parle de l'éther. Donc il a sorti, donc il avait dans ses cartons la théorie dynamique de la gravité, qu'il a donc mis au point, défini en 1893 et 1894, mais qu'il n'a jamais publié, qu'il n'a jamais voulu publier. Et donc il parle de l'éther et il dit « Cela explique les causes et les déplacements des corps célestes sous son influence de manière si satisfaisante que cela mettra fin aux spéculations vaines et aux fausses conceptions, telles que celles d'un espace courbe. » Là, il attaque quand même sévère la relativité générale. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés, et son hypothèse dispense de courbure de l'espace. Toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. Il est quand même assez remonté contre Einstein, Tesla. Et donc, dans les ondes électromagnétiques, les ondes hertziennes, on a les ondes radio, en fonction de la fréquence des ondes, on commence avec les ondes radio, les grandes ondes, puis les petites ondes, les ondes courtes. Après, on arrive à l'infrarouge, la lumière visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Donc il y a toute une palette d'effets selon la fréquence des ondes hertziennes. Et Tesla découvre la même chose en fait avec les ondes scalaires. Et donc il s'aperçoit que selon la durée de ces impulsions et la fréquence de ces impulsions, les effets vont être différents. Donc quand il a une fréquence assez faible, donc 100 microsecondes d'impulsion, plus mettons à peu près 100 microsecondes de pause, ça fait une fréquence de 5000 Hz. 5000 Hz, là, selon la largeur de l'impulsion, si elle est très fine, ça va faire comme une piqûre. Par contre, si l'impulsion est large, ça va faire une poussée. Mais il peut inverser, il peut tirer. Il peut tirer. Ou il peut faire vibrer aussi, selon comment il va générer ses impulsions, il peut faire vibrer les objets à distance. Donc il peut aussi les déplacer. Si les impulsions, donc il augmente maintenant la fréquence et raccourcit la durée des impulsions, c'est là qu'il va transporter l'énergie. Avec des impulsions à 1 microseconde, apparemment, il génère de la chaleur. Des impulsions inférieures à 1 microseconde, là il va faire de la lumière, spontanément. Donc il y a un témoignage, un peu polémique, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que raconte David Adair, pour ceux qui connaissent, quand il s'est retrouvé dans la base 51, dans les sous-sols de la base 51, il disait que les sous-sols étaient éclairés d'une lumière, il ne savait pas d'où venait finalement cette lumière. C'était une lumière extraordinaire, mais sans trop comprendre d'où elle venait. Ça peut être ce type de lumière. Et soi-disant, à plus haute fréquence encore, on communique ou on interagit avec la conscience. C'est ce qu'il est dit dans un bouquin sur Tesla. Et donc, ça apporte, ces ondes scalaires, ces phénomènes physiques, apportent des explications. Il y a des cas de témoignages d'OVNI où il y a des rayons tracteurs qui vont tirer les gens. Ça peut être une des explications de la technique employée.
ou donc comme je disais, d'illumination tel que ce qu'avait vu David Adair sur la base 51. Dans le bouquin aussi de Paul Hill, celui-là, il parle de témoignages d'OVNI, de témoins qui disent qu'il y avait un OVNI posé au sol par exemple, et puis le gars avait lancé des cailloux contre l'OVNI, et bon, les cailloux lui reviennent, donc il y a des murs d'énergie. Et pareil, donc, le mur d'énergie, c'est si on crée une force de poussée comme fait Tesla, ben, ça va protéger le vaisseau, ça fait un mur d'énergie. Bon, forcément, on va réussir à voler avec ça. Et pour moi, ça apporte aussi une explication au phénomène d'Ose sur la taille apparente des ovnis. Donc, si on crée ce mur d'énergie, finalement, ça va dévier les rayons lumineux. Donc ça crée une lentille divergente. Et donc, c'est le contraire d'une loupe. Donc finalement, comme la lumière est déviée par la gravitation et cette poussée gravitationnelle, finalement un rayon lumineux, il va être dévié. Et donc au lieu de voir l'OVNI, on voit ce qui est à côté. Donc l'OVNI paraît plus petit. Et pareil, pour moi, le son peut être bloqué par ce type d'onde. Ça peut être une explication au phénomène d'Ose. Et donc là, pareil, il sort alors, en 1911 un article aussi extraordinaire. Je cite dans ma deuxième vidéo et la troisième aussi, je crois. 15 octobre 1911. 15 octobre 1911, l'article est sur les turbines de Tesla qu'il vient d'inventer. Et à la fin, il explique que grâce à ça, il va faire une machine volante. Donc on est en 1911. Blériot, il a traversé la Manche 2 ans avant. D'accord? Et Tesla, lui, en 1911, il veut faire voler des soucoupes. Et donc là, il dit, donc ça en 1911, ce sur quoi j'ai travaillé il y a 20 ans, donc 1891, était la transmission sans fil de puissance électrique. Mon idée était une machine volante, propulsée par un moteur électrique avec la puissance fournie par des stations au sol. Son problème, c'est qu'il ne savait pas faire un générateur pas lourd, ou trop petit, pour mettre dans sa soucoupe. Donc son idée, c'était de dire, je mets des super générateurs au sol, et j'envoie la sauce à distance. Je ne l'ai pas encore accompli, mais je suis confiant que je le ferai. La machine du futur sera plus lourde que l'air, mais ne sera pas un aéroplane. Ma machine volante n'aura ni aile, ni propulseur. Vous pourriez la voir au sol et ne pourriez pas deviner que c'est une machine volante. Elle sera capable de voler dans chaque direction, avec une sécurité parfaite, des vitesses jamais atteintes, indépendamment de la météo et des trous d'air, ou des courants descendants. Elle peut rester absolument stationnaire dans l'air, même dans le vent. 1911. Non, pardon, 1915. Non, je dis des bêtises, 1911, 15 octobre 1911. Et donc Tesla continue. Donc tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour aller vers ça. Toutes ses inventions, il a une idée fixe, hein, Tesla. Et donc ça, c'est sa tour Wardenclyffe à New York pour transférer de l'énergie vers ses soucoupes. Bon. Sauf que on lui coupe les financements et tout, on lui met des bâtons dans les roues pour empêcher de mener à bien ses projets. Il réussira donc ça avec des ondes scalaires. Il réussira en 1931 à capter de l'énergie de l'ionosphère pour alimenter donc cette voiture, qui est une voiture électrique. Donc il a fait installer un moteur électrique. Dans les années 30, apparemment, finalement, les voitures électriques étaient à la mode. Bon, elles avaient une autonomie ridicule, mais elles étaient, ça revient à la mode maintenant, mais elles étaient déjà assez répandues. Bon. Et donc Tesla fait équiper une voiture d'un moteur électrique et il va faire le tour pendant 8 jours, pas loin des chutes du Niagara. Il va faire un tour. Et donc cette voiture, elle n'a pas de batterie, elle a juste une antenne pour capter l'énergie. Et alors Tesla, avec ses ondes scalaires, donc il voulait déjà transférer de l'énergie. Après, il va capter, grâce à ça, il va capter l'énergie de l'espace ou de l'ionosphère. Bon, et là, à 78 ans, il invente donc l'arme, le rayon de la mort, qui est une arme invincible. Toujours à base d'ondes scalaires. Bon. Alors, certains pourraient dire oh non, mais ça n'existe pas et tout, c'est de la légende. Bon. Alors, il faut savoir que les Russes sont très avancés sur le sujet. On a ça
ça, c'est un bouclier Tesla. Alors ça, il y a très peu de monde qui ont compris. Un bouclier Tesla, c'est donc, ça détruit tout missile qui traverse la boule. C'est un plasma qui, donc ça a été pris en photo en Sibérie, octobre 2017. Mais les Russes maîtrisent ça depuis les années 60. D'accord? Donc ça détruit toute arme qui pénètre. Bon, donc elle traverse en plus 2 fois le bouclier, parce que bon, c'est une bulle, donc elle traverse une première fois puis elle ressort. Mais là, normalement, elle est inopérante à la sortie. Alors, on pourrait croire que c'est... Ouais, les gens ont pris ça pour ils n'ont pas réussi à comprendre ce que c'est que ce phénomène. Et 1er mars 2018, Poutine a fait un extraordinaire discours. J'en ai fait une vidéo, c'est ma vidéo 19. Pourquoi Trump crée la Space Force. Poutine explique toutes les armes nouvelles qu'ils ont. Enfin toutes, non, une partie. Et donc il explique qu'ils ont des armes qui vont à Mach 5, puis à Mach 10, à Mach 20. Et il dit, mais j'ai pas tout dit. Il n'a pas tout dit, mais il l'a montré. Voilà. Ça, c'est des boucliers Tesla. Je maîtrise les Russes. Donc il l'a pas dit, mais il l'a montré. Donc voilà, vidéo 19, vous pouvez regarder. Donc ça, bon, Tesla meurt en 43, janvier 43. Donc il y a toute une histoire sur les documents que le FBI a pris, qui ont été, qu'ils ont pris et qu'ils n'ont jamais rendus finalement, ou qu'ils disent avoir perdu, je ne sais pas. Bon, il y a quand même l'oncle de Trump qui a eu accès aux documents, donc John Trump. Lui, il a eu accès aux documents, j'ai le rapport. Mais il dit, bon, j'ai étudié. Donc John Trump était expert à l'époque sur les hautes tensions. Et donc il a été contacté par le FBI pour analyser les documents. Donc du 20 janvier, donc 2 semaines après la mort de Tesla. J'ai le rapport, mais bon là j'ai pas le temps de vous montrer. Et bon, il dit, mais bon, j'ai lu, bon, j'ai rien trouvé que je connaissais pas. Bon. Et donc Tesla meurt, mais il a transmis une partie de son savoir à quelqu'un qui s'appelle Otis Carr, qui a connu Tesla quand il vivait dans un hôtel. Donc Otis Carr travaillait dans l'hôtel où était Tesla, dans les années 1925-1928. Donc Tesla il a fini sa vie dans différents hôtels. Il a fini au New Yorker à New York, mais bon, il en avait fait d'autres avant. Et donc Otis Carr était un gars qui travaillait là, et Tesla lui a passé une partie de son enseignement sur l'électromagnétisme et sur l'énergie libre. Donc après, il était à fond là-dedans. Et en 1955, Otis Carr fonde l'OTC Enterprise, où il affirme avoir construit 6 soucoupes volantes. Et donc il faisait de la pub après, dans les années, donc fin des années 50, il fait de la pub, voilà, pour faire des vols en soucoupe. Et dès 58, il propose des voyages spéciaux au public. Bon, alors Jean Librero n'est pas là ce soir, mais il m'a passé les enregistrements radiophoniques de Otis Carr en novembre 58, où il fait la promotion de ses voyages en soucoupe, où il dit qu'il donne des informations un peu techniques, mais bon, l'enregistrement est super dur à comprendre, parce que c'est la techno des années 50 en anglais, la radio, c'est pas évident. Mais donc 58, Otis Carr propose ses voyages, et donc on a là une photo d'époque, et ici Ralph Ring qui est l'un de ses pilotes. Ralph Ring était, alors c'était le chef plongeur de la Calypso avant, et il s'est retrouvé, sa femme lui dit non mais t'es jamais là, j'en ai marre, reviens. Bon, donc il a trouvé un boulot aux États-Unis, sur la terre ferme, et bon ça serait trop long de raconter l'histoire de Ralph Ring, mais bon il se retrouve à bosser avec Otis Carr, et affirme dans cette vidéo qu'ils ont fait un vol avec cet engin. Par contre, alors 2 semaines après, le FBI a débarqué,
ils ont demandé à arrêter tous les travaux, tous les travaux de recherche, soi-disant parce que ça mettait en danger la sécurité nationale des États-Unis. Alors, Otis Kerr, ce qu'il a fait, c'est que pour publier les infos, il en a fait un brevet, mais il présente ça sous forme d'une attraction de fête foraine. Donc ça s'appelle le Amusement Device. C'est une attraction de fête foraine, il va décrire sa soucoupe. On ne va pas décrire le schéma électrique, mais il décrit tout le reste. Donc on a les plans. Alors ça, c'est pas le plan du brevet, c'est un autre plan. Où on a donc deux systèmes contrarotatifs. Donc là, ça tourne dans un sens, et puis ça va tourner dans l'autre. Et on a ici des plaques de condensateurs. Ici, là, alors on a un petit dispositif qui s'appelle le Utron, qui contient dedans, donc d'après l'émission radiophonique de Otis Kerr, ça contient une batterie au plomb. Et je pense que derrière, il y a un premier niveau de bobinage, et le but c'est de mettre à la fois le Utron et le condensateur ici en résonance. Et où c'est très rusé, c'est que donc ce truc-là va tourner, et donc ça va entrer en résonance, et ça va créer les impulsions. Donc tout le problème de Tesla à l'époque dans ce dispositif, c'était de créer les impulsions au bon moment. Et donc là, ça va créer les impulsions en passant pile poil au bon moment ça c'est pas un électroaimant, c'est une bobine en fait. C'est la bobine secondaire et la bobine primaire à la place. Et donc en sortie, il y a une très haute tension au bord de ça là. Alors j'imagine que c'est de la carrosserie qui va recevoir mon interprétation c'est ça, c'est cette tension-là va être mise sur la carrosserie, en haut et en bas. Et soi-disant ça volait. Donc j'en ai fait une vidéo aussi, ça doit être la numéro, la 6 ou la 8, la 8. Bon. Et donc le Utron, alors pourquoi il est de travers? Il est de travers d'après donc ça c'est extrait de ma vidéo, où j'ai reconstitué l'intérieur. Donc le Utron, il serait de travers, parce que les lignes de champ, il y aurait un meilleur flux comme ça. Donc si on résume un peu le niveau de technique de ces trois inventeurs, Tesla, Thomson Brown et Otis Kerr, pour réussir à mettre en œuvre de l'électrogravité. Il y a 5 points importants pour moi. Donc il y a déjà avoir la théorie, comprendre que les impulsions servent à quelque chose, avoir un générateur de courant suffisamment performant, être capable de générer des impulsions, les impulsions qui vont bien, et avoir des condensateurs à très haute capacité, parce que l'effet est proportionnel aux performances du condensateur. Donc Tesla, il avait la théorie. Lui, il avait compris comment ça marchait. Donc il avait vu que les impulsions électromagnétiques, donc les ondes scalaires, avaient un rôle direct dans cette force de poussée. Par contre, il n'avait pas de générateur de courant suffisamment puissant pour embarquer dans sa soucoupe. C'est pour ça qu'il voulait faire donc, la transmission d'énergie sans fil. Par contre, alors, les générateurs d'impulsion, il y avait ça. C'est les fameuses bobines de Tesla. Les bobines de Tesla, ce n'est pas des engins à faire des éclairs. Les bobines de Tesla, c'est des engins à faire des impulsions. Et des impulsions d'une certaine forme. Les bobines de Tesla que nous, maintenant, on a, dedans, il n'y a pas ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est la forme de l'impulsion. Il faut une forme spécifique, une forme bien précise. Et Tesla avait ça. Et par contre, il n'avait pas de condensateur à haute capacité, il avait du mica, ou guère mieux que du mica, avec un coefficient 6. Pour moi, Thomson Brown, lui, il n'avait pas la théorie. Il avait vu que quand il mettait avec de la très haute tension, genre 100 000 volts, continu, il ferme le circuit, il se passe quelque chose. Mais il n'a jamais eu l'idée de créer des impulsions en continu. Il était tout prêt pourtant. Donc il a compris le coup de l'impulsion, mais voilà, il n'est pas passé au générateur d'impulsion. Il n'y avait pas non plus de générateur de courant embarqué, et par contre il y avait donc les condensateurs au titanate de barium. Bon alors maintenant il y a encore mieux, bon, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon il y a encore mieux. Otis Kerr, forcément il avait la théorie parce que c'est Tesla qui lui a passé. Otis Kerr, ouais. Et donc lui, pareil, il a compris que les impulsions servaient à quelque chose, parce que sa soucoupe, là, le TCX1, dedans, il y a vraiment la génération des impulsions au bon moment. Par contre, avec ses batteries au plomb, ça m'étonnerait qu'il avait suffisamment de pêche. Et donc, il avait le générateur d'impulsion, parce que c'est vraiment c'est synchronisé, donc ça entre en résonance,
Et c'est un système résonant, donc ça a été conçu pour ça. Et il avait aussi forcément les condensateurs à haute capacité, bon, on les voit bien. Et oui, en 1900, le titanate de barium existe depuis le début des années 50. Donc là, on était en 58, 59. Et donc la question, c'est comment, où trouver un générateur de courant suffisamment puissant. Et là, quelle solution pour ça? Et là, on a un autre inventeur qui s'appelle John Searle, qui est un Anglais, qui lui, dans les années 46 à 56 par là, à 14 ans, donc de 46 je crois, à 14 ans, il reçoit en rêve, il reçoit des plans d'engins comme ça. Et donc il va construire ce genre d'engin avec des anneaux, donc c'est des aimants statiques orientés dans un sens, et puis des petits rotors, donc là c'est le stator, donc 3 stators, et puis des petits rollers autour qui vont rouler, mais sans toucher, qui vont rouler autour, des petits rollers. Et quand il met ça, il fait tourner tout ça, et là il se passe des choses. Donc là, apparemment, le système, à partir d'un certain régime de rotation, se produit un phénomène qu'on appelle, le système s'emballe, en fait. Le système s'emballe, et au début, il faut des moteurs pour faire tourner, mais il y a un moment, le système s'emballe, il n'y a plus besoin de moteur. Il n'y a plus besoin de moteur, et si le système n'est pas fixé au sol, ça décolle et ça traverse le plafond. Et donc, John Searle, il a voulu présenter ça à la reine d'Angleterre, au gouvernement anglais. Il ne s'est pas bien faire se voir, on a tout fait pour l'empêcher, pareil, il s'est fait détruire son labo, menacé de prison, il y a eu plein de problèmes. Et du coup, il est parti en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est des photos, alors, sont-elles truquées, on ne sait pas, mais donc c'est des photos de John Searle, avec des articles qui racontent que c'est un inventeur de génie, voilà, il veut faire voler des soucoupes volantes en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est dans les années, autour des années 50, 50-60. Et, alors, il y a quand même, s'il était seul, je dis, ok, c'est un doux rêveur, mais il y a quand même 2 Russes qui ont sorti un article très sérieux dans l'Académie des sciences de Russie, en 2000, où ils ont reproduit l'expérience de John Searle. D'accord? Ils ont reproduit, donc j'ai le papier aussi, donc ça c'est juste, j'ai pris juste le début. Et donc il voit que le système va se mettre à générer plein de courants. Et il voit aussi qu'il y a un effet de réduction de masse à 35%, le système s'allège de 35%. Il se crée des murs magnétiques, ils appellent ça des murs magnétiques, où il y a la température aussi là, donc là, ça c'est un plan vu de côté, où il y a des chutes de température, ici, là, apparemment de 7 degrés et quelques. Bon. Et il voit ces murs magnétiques jusqu'à une distance de 15 mètres. Donc ça, c'est le rapport de leur papier, publié et accepté par l'Académie des sciences de Russie, en 2000. Et alors, on a aussi, quel est le phénomène qui est derrière quelle est la théorie qui est derrière ce phénomène? Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en astrophysique, qui est apparemment bien connu en astrophysique, qui est la reconnexion des lignes de champ magnétiques. Donc ça, c'est l'expert mondial du Soleil, apparemment, à la Royal Society. Alors j'ai échangé quelques mails avec lui, mais ça n'a pas duré. Et donc, au moment où j'étais en train de consulter son bouquin, en fait. Donc, sa théorie, c'est que quand il y a des systèmes et des lignes de champ magnétiques, des champs magnétiques qui sont tournants, eh bien, quand on a un rotor, mettons, les lignes de champ vont être obligées vont se déformer et à un moment elles vont se casser pour se reconnecter plus loin. Et la ligne de champ qui se reconnecte un peu plus loin, eh bien, à ce moment-là, ça va créer un couple électron-positron. Donc là, ça va générer de l'électricité. Et donc ça, on retrouve ça dans la physique des plasmas, dans le Soleil, par exemple, où il y a les éruptions solaires, donc la théorie de Trieste et d'autres, c'est que finalement, les éruptions solaires, c'est une débauche d'énergie phénoménale. Parce que là, regardez l'échelle du Soleil, vous voyez où ça part. Bon. Et donc ça, c'est justement une accumulation d'énergie qui s'expliquerait par cette théorie où donc les plasmas à l'intérieur circulent et les lignes de champ se reconnectent et génèrent donc énormément d'électrons, de positrons. Voilà. Et donc si on en revient maintenant à la question du début,
sur comment marche le Fluxliner, qui a été décrit par Mark McCandlish au début, en 2001. Donc on a ici, pour moi, un générateur de Searle, donc alors, mais sans aimant, pour moi c'est plus du mercure, de la vapeur de mercure qui est utilisée. Donc c'est ma 3e vidéo qui explique ça. Comment s'inspirer des travaux. J'ai une petite vidéo là, je vais juste extrait. Donc c'était le début de mes vidéos en 3D. Alors vous m'excuserez, j'ai buté là-dedans. Voilà. Donc ma compréhension, c'est que y a un premier vortex de mercure à l'intérieur. C'est un peu rapide. Alors si je la mets en permanent, ah ou en pause, oui. Donc là, il y aurait un vortex de mercure à l'intérieur, et autour, ici il y a des petits, donc le vortex de mercure descendrait, et il y a des conduits qui remontent, hélicoïdaux, et donc ça simule finalement le premier champ magnétique donc, des stators, et puis là les petits rollers qui tournent. Donc j'explique tout ça dans ma vidéo numéro 3. Voilà. Et donc, pour moi, ça c'est un générateur de Searle, donc il y a une puissance électrique phénoménale. Ici, on va avoir un premier niveau de bobine primaire. Et donc ça, c'est une énorme bobine de Tesla, ce truc-là. C'est une bobine de Tesla avec le générateur, une bobine primaire. Ici, un contacteur rotatif qui va... Donc ça tourne. Ça tourne, et donc ça va... Le but de Tesla, il faut créer des impulsions. Il faut créer des impulsions à la bonne fréquence. Et donc, une des manières, c'est donc ce truc-là qui est rotatif. Pour moi, c'est donc surtout que Tesla, il avait les 8 brevets à mercure, c'est ça. Je vous disais, il avait sorti 8 brevets dans les années 1896 sur des dispositifs à mercure. On le retrouve ici. Et donc après, il y a quelque part une bobine secondaire, mais qui est peut-être cachée là-dedans, parce que c'est une bonne tête aussi de potes autour, là. Bobine secondaire qui va sortir des millions de volts. Et là, on a tous les condensateurs qui vont permettre de générer la poussée gravitationnelle. Donc ça correspond bien, de toute façon, aux travaux de Tesla. Voilà. Donc bon, ça c'est sur YouTube, c'est ma vidéo numéro 2 où j'explique le principe du Fluxliner, mais sans avoir encore compris le générateur. Et donc la vidéo 3, c'est uniquement sur le générateur. Et bon, ça c'est la vidéo que je vous ai montrée. Et donc, alors, pour faire cette conférence, j'ai utilisé un certain nombre de références, donc vous pouvez retrouver. Bon, sur Wikipédia, il y a les 112 brevets, donc c'est très pratique, il y a quand même tous les brevets qui sont listés. Donc au lien, la list of Nikola Tesla Patents, les 112 brevets. Bon, il y a alors, il y a tout un film, une vidéo sur YouTube, qui est ce document, Zero Point Documentary de James Allen, qui est toute l'histoire de Mark McCandlish et du Fluxliner. James Allen est mort d'un cancer fulgurant au moment où le documentaire est sorti, et bon, c'est très très louche, il était bourré de métaux lourds. Ils ne sont pas arrivés tout seuls, les métaux lourds. Ça, c'est le livre de Tesla, donc de Thomas Comerford Martin, où il y a les 3 conférences de Tesla de 1891, 92, 93, mais bon, particulièrement difficile à lire. Je peux recommander donc, le livre de la Violette, avec toute l'histoire de Thomas Townsend Brown en particulier. Ce bouquin-là aussi, électrogravité, mais bon, c'est très technique. Celui-là, bon, tout ça c'est en anglais, je suis désolé. Unconventional Flying Objects, c'est très, très très bien. De Paul Hill, vraiment super. Et, mais alors, le bouquin qui m'a vraiment fait comprendre la techno de Tesla, et réaliser, en fait, la préparation de cette conférence m'a vraiment obligé à rebosser le sujet.
Et c'est vraiment, ça fait très peu de temps que j'ai vraiment compris ce que Tesla avait vraiment trouvé, qu'il était vraiment sur une autre physique. Et ça, je l'ai compris, mais ça fait un mois. C'est tout. Alors c'est grâce à ce bouquin. Secrets of Cold War Technology. Le premier chapitre, il y a 100 pages sur Tesla, extraordinaire. Ce livre-là, fabuleux. J'ai pas eu le temps de lire la suite encore, parce que c'est sur le projet HARP et tout, mais c'est ce livre-là qui explique vraiment la physique que Tesla avait découverte. Donc s'il y a un livre en anglais que je peux vous recommander, c'est celui-là. Et celui-là, vous le trouvez en PDF sur le net très facilement. Downloader, Quand est-ce qu'il sera en français? extraordinaire. Et pour finir, s'il y a vraiment un bouquin en français que je souhaite vous recommander, c'est celui-là. Au-delà de l'impossible, de Didier von Kovelert. Extraordinaire. Donc là, bon, je ne vais pas vous divulguer ce qu'il y a dedans, mais c'est extraordinaire. Et donc c'est grâce à ce bouquin, finalement, que j'ai été amené à étudier tout ça. Ça c'est intéressant. Je le connais, je l'ai rencontré. Je l'ai écrit, mais bon, j'attends qu'il me contacte. Ouais, il est assez perso. On verra. Mais c'est ce qu'il y a dans ce bouquin et la manière dont j'ai découvert toutes ces infos, il y a pas mal de choses surprenantes. Donc, voilà. Donc ce bouquin, il est très facile à lire, il est super. Vraiment, je le conseille. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé. Moi, je remarque que les applaudissements sont vraiment nourris. J'allais dire encore un truc, comme je dis d'habitude, c'est encore une extraordinaire conférence. Merci beaucoup. Mais bon, c'est vrai. Ouais. Donc j'espère avoir répondu à toutes ces questions. Ah non, pas à toutes les questions. On va en poser là. Je voulais dire un mot. Est-ce que vous connaissez le physicien Bruce Maccabee? Non. Je laisse celui-là. Parce que j'étais en relation avec Bruce Maccabee, qui est un physicien de la marine, qui est un ufologue connu, c'est très connu aux États-Unis. D'accord. Et j'ai été amené à lui demander ce qu'il pensait de Otis Carr, parce que il y avait un projet du bouquin du docteur Lair, dont je m'occupais. Il avait fait un chapitre, il avait récupéré tout un texte sur Otis Carr. J'ai demandé à Bruce Maccabee ce qu'il en pensait. Il m'a dit non,